Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 25 février. L'entité sioniste poursuit ses crimes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée avec 6 nourrissons morts de froid. Le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 passe à 48 348 martyrs et 111 761 blessés, en majorité des enfants et des femmes. Les membres du Conseil de sécurité, dont l'Algérie, appellent à la mise en œuvre complète et effective de l'accord de cessez-le-feu dans tous les territoires palestiniens. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakary Yahou Sangaré, qui effectue une visite officielle en Algérie. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution rédigée par les États-Unis appelant à une fin rapide du conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'Algérie réitère sa position en faveur du dialogue. Le président russe Vladimir Poutine n'écarte pas les Européens du processus. Bonsoir à tous et tout d'abord, 6 nourrissons palestiniens sont décédés à cause du froid glacial dans la bande de Gaza, tandis que d'autres étaient dans un état critique ce mardi selon la défense civile. Les habitants de la bande de Gaza souffrent d'un manque d'abri et de traitement à cause de l'agression sioniste et du manque de moyens de chauffage dû au manque de carburant dans un contexte de vagues de froid polaire. Triste réalité que celle vécue par les habitants de Gaza en raison de la destruction causée par l'agression de l'armée d'occupation et cette vague de froid polaire ayant causé la mort d'un certain nombre de nourrissons et l'installation précaire de ces citoyens dans des tentes de fortune qui ne les protègent pas du froid ni de la pluie. Par conséquent, nous avons enregistré des décès à cause de cette chute des températures. Il convient aussi de noter que les besoins des citoyens ici sont immenses afin de pouvoir survivre dans de pareilles conditions. Des besoins en moyens de chauffage comme le gaz qui doit être acheminé de manière régulière et conséquente s'exprime fortement. Et je vous en parlais en titre également, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 est passé ce mardi à 48 348 martyrs et 111 761 blessés, en majorité des enfants et des femmes. Les corps de 2 martyrs sont arrivés ce mardi dans les hôpitaux de l'enclave palestinienne durant les dernières 24 heures. Et c'est au milieu des décombres que des écoliers de la bande de Gaza suivent désormais des cours dans les quelques écoles qui tiennent encore debout après plus de 15 mois d'interruption due au bombardement incessant des forces de l'entité sioniste. Asma Laïd. Le ministère palestinien de l'Éducation avait annoncé le dimanche 23 février la reprise de l'année scolaire dans la bande de Gaza. La rentrée scolaire aura lieu en l'absence de dizaines de milliers d'élèves assassinés par l'entité sioniste le long de 16 mois de génocide. De nombreux autres ne pourront se déplacer que difficilement puisqu'amputés de leurs jambes à coups de bombardements sionistes. La nouvelle année scolaire a donc commencé à Gaza au milieu d'une destruction massive et d'une grave pénurie de ressources et de capacités. La situation est très difficile. Malgré tout, nous avons pu commencer la nouvelle année scolaire et nos élèves sont retournés à leur pupitre. Cependant, les salles de classe sont très limitées en raison de la forte demande des habitants du quartier qui sont revenus au sud. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde en raison du manque de salles de classe dans les écoles. Sous d'autres cieux, les élèves auraient eu droit au suivi psychologique pour les aider à surmonter le traumatisme dû au génocide. Les enfants palestiniens, eux, sont privés de tout. Leur détermination est leur seul atout face aux défis inhumains auxquels ils sont confrontés. Les étudiants se sentaient déprimés. Certains élèves ont perdu des membres de leur famille et ont été très lents
à comprendre et à écrire. Certains élèves étaient littéralement incapables de tenir un stylo et d'écrire, mais à force de persévérance, nous les avons aidés et ils ont progressé. D'après les chiffres communiqués par le bureau des médias de Gaza, 85% des écoles ont été rendues inopérantes par les bombardements sionistes. Au moins 12 800 élèves, 800 enseignants et membres du personnel administratif ont été tués, ainsi que 1166 établissements scolaires détruits depuis le 7 octobre 2023. Les pertes dans le secteur de l'éducation sont estimées à plus de 2 milliards de dollars. Les pertes humaines, quant à elles, resteront à jamais inestimables. Et les forces de l'entité sioniste poursuivent leur agression meurtrière contre la ville de Jenin et le camp de la ville de Tulkarem dans le nord de la Cisjordanie occupée pour le 30e jour consécutif, provoquant des destructions massives de maisons et d'infrastructures et déplaçant 12 000 Palestiniens. Le nettoyage des rues qui a eu lieu dans le camp a changé son paysage géographique. La plupart des ruelles et des rues étroites du camp ont été élargies et ouvertes et les maisons qui faisaient face à ces rues ont été dynamitées. Nous avons été surpris que le site internet de l'armée israélienne ait téléchargé la carte sur Google Maps et ait marqué ces rues comme des rues structurelles principales et qu'il ne faille pas s'en approcher, adoptant cette nouvelle carte pour les quartiers du camp et qu'il veuille traiter le camp comme un quartier de la ville et non comme le camp de Jenin. Ils disent aussi que ce qu'on appelle le camp de Jenin est terminé et aujourd'hui, il est un quartier de la ville. La municipalité de Jenin a complètement rejeté cela. Historiquement, le camp de Jenin existe depuis plus de 80 ans et l'autorité chargée des travaux y est sous la responsabilité de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies. Ce que nous avons vu, le camp de Jenin, est une répétition de ce qui s'est passé à Jabalia. Le nombre de maisons que nous avons vues complètement détruites se compte par centaines et celles qui n'ont pas été détruites ont été complètement brûlées et celles qui n'ont pas été brûlées ont été partiellement démolies. Le camp est devenu inhabitable en raison de l'attaque féroce menée par les forces de l'armée sioniste contre ses résidents. Et parmi ces crimes également, un Palestinien a été blessé ce mardi à la suite d'une agression par des colons sionistes alors qu'il faisait paître son bétail à Kirbert Ebzik dans le nord de la vallée du Jourdain dans le gouvernorat de Toubas. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé que ses équipes avaient transporté à l'hôpital la victime âgée de 20 ans. Et l'Union européenne a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation en Cisjordanie occupée, alors que les forces de l'occupation sioniste continuent d'intensifier leur agression dans les régions du Nord. S'agissant de la bande de Gaza, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a souligné que le cessez-le-feu était une véritable chance de briser le cycle de la violence. Et l'Organisation mondiale de la santé a exprimé ce mardi sa profonde préoccupation par l'escalade sioniste en Cisjordanie occupée et par l'impact des attaques en forte augmentation contre le secteur de la santé. Je pense que tout le monde est très préoccupé par le développement actuel et bien sûr cela a des conséquences sur la santé. Si l'on considère les morts et les blessés entre le 1er janvier et le 13 février, 82 Palestiniens ont été tués là-bas, dont 25 à Jenin, 10 à Tubas et je crois que 9 à Tulkarem. Nous voyons les points chauds de la violence actuelle. Nous avons vu des attaques contre le secteur de la santé depuis 2023 en forte augmentation en Cisjordanie. 737 attaques contre le secteur de la santé depuis octobre 2023. 44 attaques contre le secteur de la santé recensées en Cisjordanie entre le 1er janvier et le 13 janvier. Il y a près de 40 000 personnes déplacées, les restrictions sévères de mouvement, et cela bien sûr affecte tous les services, mais aussi en grande partie le secteur de la santé. Et je vous en parlais en titre, le Conseil de sécurité a tenu ce mardi une réunion mensuelle d'information et des consultations à huis clos sur la situation en Palestine. Les membres du Conseil de sécurité ont notamment souligné l'importance de la mise en œuvre complète et effective de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. L'Algérie a appelé à son extension en Cisjordanie occupée.
l'accord de cessez-le-feu doit être appliqué pleinement. Cet accord crée une occasion cruciale d'apporter de l'aide humanitaire. Cela a permis au peuple de Gaza de connaître un bref répit face à des difficultés inconcevables. L'Algérie appelle toutes les parties à tenir leurs engagements dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire. Le cessez-le-feu doit être appliqué conformément à la résolution 2735, résolution qui souligne que le cessez-le-feu perdurera tant que dureront les négociations et que les médiateurs travailleront à faire en sorte que ces négociations se poursuivent jusqu'à ce que des accords aient été conclus pour tous les points. Pour nous, la reprise des hostilités est inacceptable. Pour nous, le cessez-le-feu doit également s'étendre à la Cisjordanie. Deuxième point, le niveau de destruction à Gaza est catastrophique et la souffrance des Palestiniens continue, même dans le calme relatif des dernières semaines. L'ampleur de besoins est immense et nécessite une réponse internationale coordonnée. Dans l'actualité également, le président syrien, durant la période de transition, Ahmed al-Shara s'est engagé à garantir le monopole de l'État sur les armes lors de la conférence de dialogue national sur l'avenir du pays. L'unité des armes et leur monopole par l'État ne sont pas un luxe, mais un devoir et une obligation. La Syrie est indivisible, elle forme un tout et sa force réside dans son unité. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi à Alger le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yahou Sangaré, qui effectue une visite officielle en Algérie. Auparavant, Bakary Yahou Sangaré a été reçu par le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf. La rencontre a permis de passer en revue les différents volets des relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage entre l'Algérie et le Niger et d'examiner les perspectives de les promouvoir à des niveaux supérieurs. Les deux ministres ont également signé un accord relatif aux facilités administratives et douanières en vue de mettre en œuvre les projets alloués à l'État du Niger par l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Coopération algéro-espagnole à présent, le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a effectué une visite au siège de la Direction générale du trafic du ministère espagnol de l'Intérieur, au cours de laquelle il a été informé de l'organisation et de la gestion de cette autorité dans le cadre de sa visite officielle qu'il a conduite en Espagne et au cours de laquelle Mered a rencontré son homologue espagnol Fernando Grande Marlaska Gomez. Trois anciens dirigeants africains, à savoir les ex-présidents nigérians Olusegun Obasanjo et Kenyan Uhuru Kenyatta, ainsi que l'ancien Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, ont été désignés pour servir d'intermédiaires dans les processus de règlement de Luanda et de Nairobi pour l'Est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration commune de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, les médiateurs seront principalement chargés de surveiller le cessez-le-feu entre les parties belligérantes, de coordonner l'aide humanitaire et de négocier entre les parties au conflit pour assurer une solution durable. En visite justement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a exprimé son inquiétude quant aux récents développements dans le pays, appelant à la préservation de la vie des civils.
Mais bien sûr, comme le reste du monde, nous sommes extrêmement préoccupés par les récents développements au Congo. Nous savons que la situation, en particulier dans l'Est, est grave. Des centaines de personnes auraient été tuées, des milliers d'autres blessées. Et le message doit être transmis très clairement. Aucun groupe armé, aucune force armée, aucun allié du groupe armé ou de forces armées n'a de chèque en blanc. Ils doivent se conformer au droit international humanitaire. Il faut que le droit soit perçu comme efficace. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Personne ne peut attaquer des civils, blesser et tuer des gens. Et c'est le moment où nous verrons si le droit international humanitaire peut résister aux exigences sur lesquelles insiste le peuple de la République démocratique du Congo, à savoir l'application équitable de la loi. Nous tendons la main à la coopération avec le gouvernement de la RDC pour faire appel à d'autres partenaires afin de garantir une approche cohérente, globale et durable de la justice, qui éloigne du sol le poison de la criminalité et permet aux populations et à leurs enfants de marcher vers un avenir meilleur après ces jours très sombres que vous traversez en ce moment. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution rédigée par les États-Unis appelant à une fin rapide du conflit et exhortant à une paix durable entre la Russie et l'Ukraine. Un vote à l'issue duquel le membre de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies, Tawfiq Koudri, a réitéré la position de l'Algérie en faveur du dialogue. Mettre la sécurité, nous avons toujours exprimé notre position en disant que nous devons renoncer à toute escalade et à la polarisation et que nous devons mettre la sécurité et la sûreté des habitants de la région au premier rang de nos priorités. Ils souffrent jour après jour. Nous devons par ailleurs rester attachés au droit international et au droit international humanitaire. Et dans cette salle du Conseil, nous avons à maintes reprises demandé à ce que la priorité soit donnée à un dialogue constructif et complet entre les parties. Nous avons demandé la tenue de négociations sérieuses, directement ou indirectement, et ce, afin de parvenir à une paix juste et permanente dans la région, grâce au règlement pacifique du conflit sur la base des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies, et ce, en tenant compte des préoccupations légitimes des deux parties en matière de sécurité. Notre appel était le seul critère utilisé par l'Algérie pour déterminer sa position aujourd'hui lors de la mise aux voix. L'Algérie restera disposée à appuyer tous les efforts diplomatiques qui mettront un terme au bain de sang et qui permettront de parvenir à une paix juste et permanente en Ukraine et dans l'ensemble de la région. Je vous remercie. Et lors d'un entretien télévisé, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les Européens pouvaient participer au processus de règlement du conflit en Ukraine, alors que l'Union européenne craint d'être marginalisée depuis le début de pourparlers directs entre Moscou et Washington. Главная конституционная обязанность каждого судьи, и в целом по месту жительства истца, а не только ответчика, как было раньше. Их участие в переговорном процессе. Mais ils demandent à participer au processus de négociation. Bien sûr, nous n'avons jamais refusé. Nous avons eu des discussions constantes avec eux. C'est juste qu'à un moment donné, sous le coup de toutes sortes d'idées farfelues visant à infliger une défaite à la Russie sur le champ de bataille, ils ont eux-mêmes refusé les discussions avec nous. S'ils veulent revenir aux négociations, qu'ils le fassent. À la direction l'Allemagne, sa victoire à peine proclamée aux élections. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz s'est lancé dans une course contre la montre pour notamment trouver des financements à ses grands projets, notamment le renforcement de la défense européenne. Friedrich Merz a 4 semaines pour trouver un terrain d'entente avec les sociaux-démocrates et les Verts pour former une coalition et contenir l'extrême droite. Hossein Jouadi. Les législatives allemandes se concluent par une victoire des conservateurs de la CDU avec plus de 28% des voix. Et le chef du parti, Friedrich Merz, pourrait bientôt se voir attribuer la fonction de chancelier. Cependant, comme les sondages l'annonçaient, l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD,
principal parti d'extrême droite faisant l'apologie de l'islamophobie et surfant sur une vague de sympathie qui s'empare d'une partie de l'Europe, a réalisé une percée avec un score historique de plus de 20%. Ce qui le place comme deuxième parti du pays et première force d'opposition, comme un air de déjà-vu. En effet, avec 152 sièges au Bundestag, l'AfD réussit le double du précédent scrutin de 2021. En quelque sorte, sous l'effet de la chef du parti, Alice Weidel, largement soutenue par des membres du gouvernement américain, notamment le vice-président J.D. Vance et le conseiller du président Elon Musk. Alice Weidel fait part de ses prochaines ambitions qui seraient de dépasser le parti conservateur et d'obtenir un mandat de gouvernement lors des prochaines législatives de 2029. La menace d'une extrême droite triomphante en Allemagne est à prendre au sérieux selon les observateurs. D'autant plus que le discours populiste qu'elle propose aux ouvriers en temps de crise économique sévère que connaît la première puissance européenne trouve des oreilles attentives. Et ces 4 années qui s'ouvrent maintenant devant le gouvernement doivent être utilisées de toute urgence pour éviter qu'en 2029, l'AfD ne gagne à nouveau du terrain et qu'il ne soit pratiquement plus possible de former un gouvernement contre elle. Ces 4 années sont donc d'une importance capitale pour que les problèmes soient abordés, que les gens aient le sentiment, après 4 ans, d'avoir été bien servis. La montée fulgurante de l'extrême droite en Allemagne et en Europe suscite des inquiétudes quant à la résurgence d'idéaux fascistes et extrémistes. Des centaines de personnes ont manifesté contre l'extrême droite et Alice Weidel, la chef du parti allemand, dans le village suisse où elle habite. Alors ça s'est très bien passé. On a pu montrer ce qu'on voulait montrer, notre désaccord avec les politiques d'extrême droite partout en Europe. On a été beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Pour contrer l'ascension de l'extrême droite, le chef des conservateurs allemands, vainqueur des législatives, Friedrich Merz, a annoncé vouloir former une coalition pour gouverner avec les sociaux-démocrates, arrivés 3e du scrutin. Avec les mandats des sociaux-démocrates qui totalisent 120 députés, nous sommes bien sûr en mesure de former un gouvernement, une coalition noire et rouge avec 328 mandats sur 630, et c'est exactement ce que nous voulons. Face au recul des fondamentaux politiques et économiques d'une nation européiste qui se serait trop alignée sur la feuille de route américaine, la scène politique allemande n'a pas connu pareil remue-ménage depuis la chute du mur de Berlin. Et puis enfin, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé ce mardi que le Royaume-Uni porterait ses dépenses de défense à 2,5% du PIB d'ici 2027 contre 2,3% actuellement, et ce pour faire face aux nouveaux enjeux de sécurité en Europe. We will deliver our commitment to spend 2.4 me then, that in my lifetime we would see Russian tanks. We will use the full power. So starting today, I can announce this government will begin. Je peux donc annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, le gouvernement va procéder à la plus forte augmentation soutenue des dépenses de défense depuis la fin de la guerre froide. Nous respecterons notre engagement de consacrer 2,5% du PIB à la défense, mais nous avancerons le délai pour atteindre ce niveau à 2027. Et nous le maintiendrons pendant le reste de la législature. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.